Aujourd'hui, émission exceptionnelle. Nous allons parler d'une institution dont tout le monde entend le nom, mais que très peu de personnes comprennent vraiment, l'Assemblée nationale. En effet, quand une loi est votée, quand le budget de l'État est adopté, quand le gouvernement est interpellé, une institution se trouve au cœur de ces décisions. C'est justement l'Assemblée nationale. Dans cet épisode inédit du podcast des juristes congolais, nous allons ensemble décrypter le rôle réel de l'Assemblée nationale dans le fonctionnement de l'État congolais, l'importance politique et démocratique de cette institution, ainsi que sa composition. Pour traiter un tel sujet teinté de fantasmagorie, nous recevons ce soir M. Divin Destin Nyanga Kombo, juriste congolais, pour nous en faire la synthèse. Restez bien jusqu'à la fin de cette émission, car vous serez surpris par les informations qui vous seront données. On est parti! Mesdames et messieurs, l'art de rédiger la loi ne s'improvise pas, il se maîtrise. Convaincu de cette réalité, le cabinet Lex Expertise a décidé d'organiser une formation sur la légistique, l'art de rédiger les textes de loi, décrets, arrêtés et circulaires. Formation dont le lancement est prévu pour le dimanche 12 avril 2026 à Brazzaville. Il s'agit d'une formation 100% certifiante d'une durée d'1 mois. Mais attention, les places sont limitées. Pour plus d'informations, contactez ce numéro. Alors bonsoir Monsieur Destin Nyanga Kombo et bienvenue à vous encore une fois sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Herman, c'est un grand plaisir pour moi d'être reçu sur ce plateau. Merci beaucoup. On commence tout de suite avec notre émission. Alors qu'entendez-vous par l'Assemblée nationale dans un premier temps? Effectivement, on entend par l'Assemblée nationale comme étant, on parle de l'Assemblée nationale comme étant une institution républicaine qui a été constitutionnalisée par la Constitution de la République du Congo au sein du titre 5 au sous-titre 2. Comme étant l'organe habilité à voter la loi. Donc un organe habilité à voter la loi. Oui. Et l'Assemblée nationale, vous parlez d'une institution habilitée à voter la loi, c'est vrai, mais moi j'entends parler du Sénat aussi, soi-disant, dit-on que le Sénat aussi est habilité à voter la loi. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Effectivement, il y a une différence qu'il s'agit quand même d'apprécier, parce que si la Constitution nous énumère ou garantit effectivement l'institution du Parlement, parce que nous avons bien un Parlement qui est bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a 2 chambres au sein du Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat. Ah, donc l'Assemblée nationale fait partie du Parlement? Effectivement. Ah, donc quand on parle du Parlement, on fait allusion à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ah, d'accord. Okay. Et les deux, consubstantiellement parlant, font, comme qui dirait, la volonté ou matérialisent la volonté de l'article 124 de la Constitution qui leur donne prérogative de voter la loi. Ah. Mais il y a une différence qu'il s'agit quand même d'apprécier entre Assemblée nationale et Sénat, en ce sens où l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse, se compose d'élus nommés appelés députés qui sont élus au suffrage universel direct, alors que le Sénat, qui est la chambre haute, se compose des sénateurs qui sont élus au suffrage universel indirect. Donc ceux qui composent, donc les personnes qui peuplent justement l'Assemblée nationale sont appelés des députés. Des députés. Ok. Et vous parlez du suffrage universel direct et suffrage universel indirect. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Le suffrage universel direct, c'est quand le peuple vote directement ses représentants. Alors que le suffrage universel indirect, il s'agit là d'une représentation préalablement votée ou représentée ou nommée, comme dirait choisie par le peuple, qui va élire un autre représentant. En l'occurrence, les sénateurs qui sont élus, voyez-vous, par les conseillers locaux. Donc pour faire simple, en réalité, si j'ai bien compris vos propos, si on parle de suffrage universel direct, on fait en réalité allusion à une personne, un citoyen comme moi, donc les citoyens, qui décident d'aller aux urnes, au bureau de vote, pour voter le candidat ou la personne qu'on voudrait bien entendu qu'elle occupe une fonction publique déterminée. Oui. Donc c'est moi qui décide de mettre, je prends X, je vote Y. Donc c'est direct. Directement. Parce que c'est moi qui choisis le candidat. Le choix, il est direct. Voilà. Et puis le suffrage universel, il est indirect en réalité. Lorsque moi je choisis un candidat qui lui à son tour va choisir quelqu'un d'autre qui va le représenter lui à son tour. Donc moi je choisis quelqu'un qui va me représenter. Celui que j'ai choisi qui va me représenter, lui aussi choisit quelqu'un qui va le représenter et qui me représente moi indirectement. Effectivement. C'est justement ça. C'est cela. Oui. Donc il y a d'une part, vous avez cité les sénateurs également. Donc les sénateurs, c'est des personnes qui sont dans quelle institution de l'État? Au Sénat. Le Parlement aussi? Oui, le Parlement. Le Parlement, ce sont des parlementaires. Mais sauf que les sénateurs occupent le Sénat, qui est une institution du Parlement.
Alors, qui est-ce qui dirige l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale a un directeur, un président? Quel est le chef, autrement dit, de l'Assemblée nationale, cette institution? Effectivement, l'Assemblée nationale est dirigée par un bureau. Et le bureau se compose de l'honorable président de l'Assemblée nationale, de 2 vice-présidents, de 2 secrétaires et enfin de 2 quaesteurs. Donc c'est ce bureau qui se charge, voyez-vous, de convoquer les sessions, en gros de gérer tout ce qui est administratif de l'Assemblée. Donc en réalité, l'Assemblée nationale a un président, 2 vice-présidents, 2 secrétaires et 2 quaesteurs, n'est-ce pas? Effectivement. Les quaesteurs sont lesquels? Ils font quoi? Quel est leur objectif? Quel est leur rôle? Les quaesteurs se chargent des affaires financières de l'Assemblée nationale. Ah oui, donc les affaires financières de l'Assemblée nationale sont gérées par les quaesteurs, justement. On parle également des commissions, j'entends parler, moi c'est vraiment du côté du Sénat que j'entends parler des commissions. Est-ce que dans l'Assemblée nationale, on retrouve également des commissions? Si oui, à quoi servent-elles en réalité? Servent-elles ces commissions? Effectivement, donc pour essayer de comprendre l'existence ou le rôle même de ces commissions au niveau du Parlement, c'est à travers l'existence même des différents secteurs au niveau du gouvernement. Parce que si au gouvernement, nous avons plusieurs secteurs comme l'économie, finance, budget, affaires sociales, éducation, enseignement, etc. Le Sénat, le Parlement, donc l'Assemblée nationale, qui se charge, voyez-vous, de contrôler l'action du gouvernement, doit aussi avoir, voyez-vous, des commissions, donc des organes au sein du Parlement qui se chargent de contrôler l'action du gouvernement dans ces secteurs. Donc si au gouvernement, nous avons un secteur agriculture, il faut qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous puissions avoir une commission qui va se charger de contrôler l'action du gouvernement dans le secteur de l'agriculture. Et c'est ainsi que si au niveau du gouvernement, nous avons tout 38 secteurs gouvernementaux, au niveau de l'Assemblée nationale, nous aurons aussi les mêmes 38, mais qui seront dispatchés de façon à ce qu'une commission puisse au moins avoir 3 secteurs qui sont consubstantiels. Voyez-vous, c'est ainsi que nous avons, en d'autres termes, une commission affaires étrangères coopération, voyez-vous, puisque c'est le même calibre, alors qu'au Congo, nous avons 2 ministères distincts en matière d'affaires étrangères et de coopération internationale. Mais pourtant, nous n'avons qu'une seule commission. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, merci beaucoup. Mais lesquels composent ces commissions et puis bureaux, justement, de l'Assemblée nationale? Est-ce que ce sont les députés qui sont à la base députés et puis on va les mettre peut-être au niveau du bureau, au niveau des différentes commissions? Ou bien on va prendre des techniciens, par exemple, on prend des enseignants de droit, par exemple, pour composer la commission juridique et justice, par exemple, je ne sais pas si ça existe, au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on va aller prendre les enseignants de droit, les professeurs? S'il s'agit de parler d'une commission, je prends juste un exemple comme ça de philosophie, est-ce qu'on ira prendre les enseignants? Ou bien c'est les députés qui ont fait ces formations-là qui vont peupler ces commissions dont on parle tout à l'heure? Effectivement, c'est une très belle question. Quand il s'agit des commissions, voyez-vous, ou des groupes parlementaires, ce sont les députés qui ont été élus qui occupent ces fonctions-là. Donc il n'y a pas un technicien qui sort du dehors du Parlement qui va occuper ces fonctions. Ce sont les élus de la nation, donc les élus du peuple, qui occupent ces fonctions, qui contrôlent l'action du gouvernement. Parce que nous avons donné le quitus aux députés, voyez-vous, d'être nos représentants pour contrôler l'action du gouvernement. Et non un technicien lambda qui n'a pas eu quitus du peuple pour contrôler l'action du gouvernement. Ce serait antidémocratique puisque nous sommes en démocratie. Voyez-vous. Donc que ce soit les groupes parlementaires, que ce soit les commissions, ce sont les députés qui font partie de ces groupes et de ces commissions. Donc le président, par exemple, de l'Assemblée nationale, c'est un député. Oui. Et comment est-ce qu'on fait pour devenir président justement de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il a un mandat? Est-ce qu'il est choisi? Est-ce qu'il est nommé? Si oui, et vous allez nous dire qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Effectivement, pour être député, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut d'abord avant tout être député. Sans être député, on ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Et dès l'instant où l'on est député, on doit être voté par les députés au sein de l'hémicycle pour être président de l'Assemblée nationale. Donc c'est par vote. Donc les pairs nous votent. Effectivement. Oui, le vote des pairs. Effectivement. Donc c'est la législature au moment de l'ouverture où l'on décide de qui sera président de l'Assemblée nationale et des autres membres du bureau. Et l'actuel président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, c'est l'honorable Isidore Mvouba. Monsieur Isidore Mvouba. Ouais, l'honorable Isidore Mvouba, oui, c'est lui l'actuel président. Merci beaucoup. Alors, vous avez commencé à le dire lorsque vous parliez du suffrage universel direct, indirect, lorsque vous nous rabattez avec vos histoires un peu des expressions juridiques. J'aimerais que nous revenions. Comment est-ce qu'on désigne ou comment est-ce qu'on choisit concrètement un député en République du Congo? En République du Congo, un député est choisi au moment de l'élection législative. Élection législative. Effectivement. Oui. Donc, dès l'instant où on organise des élections législatives, une personne peut se désigner candidat. C'est-à-dire qu'il peut, avec son dossier, aller pour se positionner. À quel âge on devient un peu se positionner comme candidat? À partir de 18 ans. Donc, avoir au moins 18 ans, ne pas avoir été
condamné pour des peines infamantes, etc. Et surtout jouir de ses droits civils et politiques. Est-ce qu'un étranger peut jouir de ce droit-là d'être député au Non, Congo? il ne peut pas. Donc il faut aussi avoir la nationalité Effectivement, congolaise. il faut avoir la nationalité, il faut être citoyen. C'est même ça le premier critère. Être citoyen congolais, avoir 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été condamné. Donc c'est tous ces critères-là qui font en sorte qu'une personne puisse être députée. Alors on va revenir sur l'élection. Vous parlez de l'élection. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le député il est choisi au moyen d'une élection qu'on appelle Effectivement. législative. Et puis Effectivement. vous vouliez poursuivre. C'est moi qui vous ai stoppé. Effectivement, donc celui-ci est choisi par le peuple. Donc, Oui. il est choisi au même moment que son suppléant. Parce que c'est une notion que les gens confondent souvent. Un Donc, suppléant. oui, un suppléant. Donc, il est choisi au même moment que le suppléant. Donc, celui-ci doit battre campagne dans une circonscription qu'il veut représenter au sein de l'Assemblée nationale. Par exemple, quand vous parlez de circonscription, vous faites allusion à quoi? On peut prendre la circonscription, par exemple, de Mongali 3. C'est une portion de terre qui comprend un certain nombre de personnes. Est-ce que c'est la même chose, circonscription, département et commune? Non, c'est différent. C'est totalement différent. Bon, faites-nous un exercice simple. Dans un département, est-ce qu'on peut trouver plusieurs circonscriptions? Ou bien c'est l'inverse? Ou bien c'est dans une circonscription qu'on trouve des départements et des communes? Ou bien c'est plutôt dans un département qu'on trouve des circonscriptions? Voyez-vous, dans une commune, on peut avoir plusieurs circonscriptions. Et puisque la commune est une composante du département, ce qui fait que dans un département, nous avons aussi plusieurs circonscriptions. Vous voyez un petit peu. Pour réduire encore le cercle, est-ce que la circonscription est plus vaste qu'un quartier? Ou bien le quartier est plus vaste qu'une circonscription? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs circonscriptions dans un quartier, dans un même quartier? Effectivement, la circonscription est plus vaste qu'un quartier. Donc, ce qui veut dire que dans une circonscription, on peut avoir plusieurs quartiers. Donc ça veut dire que la circonscription est plus petite que l'arrondissement. Effectivement, oui. Donc l'arrondissement est un peu plus grand. Effectivement. L'arrondissement est un peu plus grand que... et puis la circonscription. Mais il y a aussi est plus des exceptions. Hein. Nous avons la circonscription unique de Makwa, par Makwa, exemple. oui, en effet, Donc, il y a des exceptions qui existent. Oui, par exemple, à Brazzaville, nous avons la circonscription, c'est pas Makele, je ne sais pas c'est divisé en combien, mais cet arrondissement, plusieurs circonscriptions, soit 3 ou 4 comme ça, c'est quand même important de montrer qu'en réalité, la circonscription, en général, est plus grande que le quartier, Oui. et elle est plus petite que l'arrondissement, en règle générale. En règle générale. Ok, merci beaucoup pour tous ces détails. Donc, le député, lui, il est désigné au suffrage universel. Direct par le peuple. Justement, donc au moyen d'une élection que vous avez appelée législative. Donc, les peuples, donc, de ceux qui vivent dans une circonscription. Oui. Ce qui représente la circonscription. Ok, merci beaucoup. Vous avez parlé de battre campagne lorsque vous parliez du suppléant. Est-ce que le suppléant aussi est élu ou bien il est nommé finalement, le suppléant? Le suppléant, il est désigné par le candidat député ou le député candidat. Ah. Donc, il l'accompagne parce qu'au moment du dépôt de candidature, il faut mettre le nom du suppléant, donc de la personne qui pourra effectuer la vacance en cas de décès, en cas de maladie ou en cas d'incompatibilité. Donc, une personne qui va suppléer. Automatiquement. Ça veut dire suppléer en réalité, qui veut dire Effectivement. remplacer, on va Effectivement, dire. c'est pour éviter les élections partielles. Ah. Voyez-vous. Donc, puisque vous avez déjà un suppléant, donc dès l'instant où vous décédez, ou vous êtes malade, ou en cas d'incompatibilité, le suppléant prend votre place. Raison pour laquelle, quand l'on vote le député, on vote aussi le suppléant, parce que si le titulaire n'est plus là, il aura la légitimité démocratique donc, du peuple de pouvoir occuper le siège de député dans la circonscription dans laquelle ils ont été élus. Les deux, on va dire. On va dire les deux, mais sinon, de façon primaire, c'est Le député. le candidat qui a été élu, donc le titulaire qui a été élu. Et donc, son élection à lui emporte l'élection du suppléant qu'il avait nommé déjà Oui, d'office. oui, c'est une désignation en partie. Oui. Oui, en partie une nomination. Bon, puis puisqu'il nomme d'abord, il choisit quelqu'un qui va travailler avec lui. Effectivement. Et puis ils battent campagne ensemble. Oui. S'il remporte les élections, les deux, donc lui devient député, représentant du peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Effectivement. Et puis l'autre devient un suppléant. Oui, qui les va, suppléants. Le suppléant en cas de vacances, Oui, en cas d'indisponibilité, etc. Alors quel est le rôle d'un député, puisqu'il est choisi pour représenter le peuple? Quel est le rôle? À quoi sert-il finalement un député? Le député a plusieurs pouvoirs prérogatives. La première prérogative, c'est celui d'aider à l'adoption de la loi, donc voter la loi. C'est la première prérogative. Deuxièmement, nous pouvons prendre l'exemple du contrôle de l'action gouvernementale. Quand vous parlez du contrôle de l'action gouvernementale, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il contrôle le gouvernement dans ses faits et gestes, c'est ça? Effectivement, il contrôle le gouvernement dans ses faits et gestes. Il y a plusieurs mécanismes. L'un des mécanismes les plus probants, c'est la participation d'un député dans une commission. Donc, dès l'instant où un député fait partie d'une commission parlementaire, celui-ci contrôle directement l'action gouvernementale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des questions orales et interpellations au sein même de l'hémicycle qui permettent
aux députés qui ne font pas partie des commissions de pouvoir interpeller l'action du gouvernement. Parce que quand on établit les règles, souvent en matière de loi de finances, il y a énormément de lignes budgétaires qu'on accorde au gouvernement. S'il s'avère qu'un ministre qui était censé construire telle route ou telle école ne l'a pas fait, alors que les deniers publics sont disponibles, il y a un problème. Donc le député, qui peut être en commission ou hors commission, doit se lever et poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que telle école, telle chose n'a pas été faite correctement, puisque les deniers sont disponibles. Alors on dit souvent que les députés se réunissent au cours d'une session ordinaire, une session extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous faire la distinction entre la session ordinaire et la session extraordinaire? Effectivement, c'est une très belle question. La session ordinaire, on dit bien session ordinaire, c'est-à-dire que c'est une session qui se tient conformément à la Constitution. Nous en avons 3. Donc, nous en avons 3. La première session ordinaire... 3 dans une année, c'est ça? Oui, dans une année. Nous en avons 3. La première session, c'est celle d'octobre. Voyez-vous. Oui. Donc, c'est une session qui permet, donc après que les députés soient revenus des vacances ou de leur circonscription, de revenir avec les impressions, voyez-vous, de leur électorat, avec notamment des propositions. Et pendant la session ordinaire, ils vont en débattre. Mais avec la session d'octobre, c'est généralement d'abord la loi de finances qui est prioritaire. Oui, puisqu'elle est adoptée le projet de loi. Le projet de loi de finances, c'est même effectivement. À cette période-là. Oui. Donc les sessions ordinaires permettent tout simplement aux députés qui reviennent de leur circonscription de venir débattre des propositions de loi initiées par eux, mais aussi des projets de loi initiés par le gouvernement. Il y a une différence entre proposition et projet de loi? Effectivement, la proposition de loi est une initiative parlementaire. Donc c'est un parlementaire, qu'il soit député ou sénateur, qui juge qu'il y a un souci dans la société, qu'il faut améliorer ou répondre par une loi. Donc ils initient la procédure pour adopter la fameuse loi. Maintenant, le projet de loi, c'est une initiative gouvernementale. C'est-à-dire que si aujourd'hui un ministre juge que dans son secteur, il n'est pas assez encadré, il dit bon, on doit avoir une loi pour encadrer tel secteur,